Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47. Aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous, c'est Florent Maudou, voilà, qui est l'auteur, entre autres, de la série Freak Squill. Merci d'être là. Salut Benoît. Salut. Nous, on va se faire Écoutez, foutre. Ah oui, Mais non, Greg. oui, comme d'habitude, voilà. Écoutez, on va lancer le générique et puis on reviendra là-dessus plus tard. Générique. On est là après ce magnifique générique, toujours le même. Merci Arrête d'ailleurs. Et donc on a notre invité spécial, évidemment, c'est Florent Maudou, comme je le disais en introduction. Donc merci encore d'être là. Tu es là parce que tu as une grosse actualité en ce moment avec la librairie Momie, la galerie Momie qui va exposer toutes tes œuvres. Non, qui a commencé à exposer tes œuvres à partir du 6 janvier jusqu'en mars, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Et samedi prochain, le 13, on a le vernissage de l'expo. Voilà. D'accord. Bon, cette émission, normalement, sera diffusée le 12. Donc, on devrait donc être demain raccord au niveau du temps. Dire demain, c'est ça. Donc, demain, voilà. Donc, demain, il y a des dédicaces et l'expo où tu seras présent. Super. Donc, on va faire un petit récap pour ceux qui peut-être connaissent simplement tes œuvres, mais ne te connaissent pas toi. Alors, ou l'inverse. Ou l'inverse. Ou l'inverse aussi. Ouais, c'est vrai, tout est possible. Il n'y a pas de règle. Je vais la jouer un petit peu à la Hardisson, d'accord? Et tu me dis si au fur et à mesure, les choses que je te dis sont fausses. Parce que j'ai regardé sur Wikipédia. Voilà, sur Wikipédia ou sur BDTech. Voilà. Donc apparemment, tu es né en 79. Voilà, c'est ça, ce qui fait que j'ai 44 piges. Voilà, ok. Voilà. Tu as fait des études d'animation. C'est ça, au Gobelin à Paris. C'est quand même pas mal. Ah cool, et en fait, j'ai déjà ma première question, c'est quoi les études d'animation? C'est pour faire du dessin animé logiquement ou pas forcément? Oui, c'est ça. C'est pas animation dans le genre où tu vas animer des colonies de vacances, c'est animation, c'est le cinéma d'animation en fait, l'intitulé exact. Et c'était au Gobelin à l'époque, c'était en 2 ans. Et à l'époque, ça coûtait pas très cher les études, parce que l'école était subventionnée par la Chambre de commerce de Paris. Donc j'ai eu du bol de faire mes études à une époque où il y avait encore des subventions assez mastoc, quoi. Cool. Bon, dans tous les cas, il faut arriver à se loger à Paris, donc ça coûte cher dans tous les cas. Oui, c'est ça, dans tous les cas, non, mais heureusement, mes parents habitaient en banlieue et du coup, je faisais le trajet tous les jours, mais ça me permettait de ne pas avoir payé une fortune pour une chambre de bonne, quoi. Comme certains potes qui vivaient dans, je sais pas, 15 mètres carrés encore quand ils avaient de la chance. Waouh. Bon, voilà, quoi. D'accord. La province. Voilà, yes. C'est pour ça que quand je me suis installé à Lyon, je suis resté. Je me suis dit, je ne veux pas revenir à Paris pour travailler là-bas, quoi. Et encore, tu es en ville, quoi. Imagine-nous. Oui. Ah. Nous, c'est loin, la ville. C'est très loin. Ouais, c'est loin à quel point? Moi, je suis à 1h30 de Toulouse. Ah ouais, d'accord. Mais ça doit être chouette. Campagne. Ouais, mais ça doit être chouette. Ouais. Et il a des poules. Bah oui, attends. Oui. Et j'ai le droit d'avoir des poules. Non, la différence, c'est que j'ai le droit d'avoir des poules. Vous avez le droit d'avoir un coq? Je pourrais. Mais il y a des renards. Pour bien faire chier les voisins. C'est ça, ouais, voilà. Parenthèse et urbanistique. Donc, et après ces études-là, apparemment, tu as fait aussi illustrateur et designer de figurines. C'est ça, chez Rackham pendant 2 ans. Et avant ça, j'avais fait du jeu vidéo aussi chez Eden Games, animation. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Tu lis pas bien tes fiches, Benoît. Titeuf. Oui, j'ai travaillé sur le jeu Titeuf et j'ai pu demander à Zep s'il avait bien aimé ce jeu et il l'a bien aimé. Ah cool. Pas à l'époque, mais récemment, parce qu'en fait, chez Rue de Sèvres, Zep est édité, donc je l'ai rencontré à un repas. Sympa. Putain, c'est un beau métier quand même. Ah putain, putain. J'ai quelques auteurs là, mais Zep,
Tu sens les ouais. fans de bande dessinée, là. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Pas du tout. Bah, je pense que ouais, ça a dû bercer ta jeunesse, Titeuf. Moi, parce que j'étais déjà vieux à l'époque, mais Ah oui. mais c'était chouette. Enfin, franchement, le jeu était sympa, il y avait une bonne ambiance et le game design était sympa. Enfin, franchement, on s'est bien amusé dessus aussi en tant qu'animateur. Et voilà, ça reste un petit jeu sympa, un petit jeu cool qui du coup apparemment fera l'objet d'un remake. C'est ce que m'a dit Zep la dernière fois. D'accord. Exclu 10h47. Wow. Ok. Et du coup, après, tu as débuté la BD en 2005. 2008. Alors 2005, qu'est-ce que je faisais déjà en 2005? Non, c'est 2008 plutôt. En fait, 2007, je présente mon dossier. Il est enfin accepté à Ankama, avec Ankama, et en 2008, Freaksquill sort chez Ankama au label 619. Et mais c'est vrai que bon, bah, voilà, pendant que j'étais encore designer et illustrateur de figurines, je faisais un petit peu de BD pour me remettre dans la narration bande dessinée dans les pattes, quoi, histoire de pas arriver et de galérer avec le storyboard, tout ça, enfin toutes les étapes de la bande dessinée, quoi. D'accord. Et comment ça se passe pardon Benoît, comment ça se passe justement? Comment on présente un dossier BD à un éditeur? On va sonner au siège à Paris? Enfin, tu vois, je sais pas du tout. Bah, à la fois c'est tout bête et à la fois c'est vrai que c'est assez compliqué. Aujourd'hui avec l'internet, tu peux envoyer très facilement ton dossier. Ouais. Et un dossier, ça se présente comme un dépliant de publicité en fait. Grosso modo, il faut que ce soit aguicheur, il faut que ce soit sympa, il faut que ça ait de la gueule, et il faut que ça ait la gueule du projet que tu veux vendre. Donc, par exemple, il ne faut pas hésiter à bien réfléchir le côté graphique de ton dossier, avec une belle typo, un titre, une maquette de titre, une maquette de couverture, un pitch qui est bien rédigé. Donc, ça demande... je pense que c'est plus un travail qui est aujourd'hui dévolu aux scénaristes de BD, parce que c'est surtout un travail littéraire où il faut faire un beau pitch, un synopsis qui se lit facilement. Et derrière, ben, voilà, tu fais 3-4 planches bien propres, bien faites, au format que tu veux. Et le plus important, c'est que tu proposes, voilà, tu dis, voilà, moi je verrais bien ça en tel nombre de pages, tel nombre d'albums, c'est tel public. Et surtout, voilà, tu fais une lettre de motive, comme pour entrer dans une entreprise. Tu dis, voilà, je vous propose ce projet-là parce que je sens que votre ligne d'édition pourrait accueillir une bande dessinée comme la mienne, quoi. Mais c'est donc pour ça que mes projets, moi, ils n'ont jamais été lus par personne. Ceci dit, c'est vrai, hein, aujourd'hui, par exemple, en stage, je reçois beaucoup de jeunes qui me demandent de venir en stage. Et la première sélection, finalement, c'est la lettre de motive. Je me dis, bon, ok, je vais prendre le temps de regarder le dossier, tout ça. S'il n'y en a pas, bon, j'aurais vite fait le dossier, mais en général, je réponds même pas si c'est une motivation qui est générique. C'est-à-dire que tu sens que le mail est envoyé de manière générique, est envoyé presque, enfin, tu fais un chat GPT de présentation. Voilà, moi je me dis, bon, ok, je me sens pas obligé de rendre la politesse, il n'y a pas vraiment d'importance là-dessus. C'est un mail qui part voilà, dans une mailing list. Et ce qui fait, quand tu as présenté ton projet de Freaksquill, tu avais déjà estimé que tu allais le faire en tant de tomes, tu avais ton histoire déjà dans ta tête complète sur cet univers-là, ou tu as laissé la part Ouais, c'est ça. J'avais une fin, mais j'ai laissé la part D'accord. Pas une écriture automatique, parce que c'est pas le but. J'ai laissé une part d'improvisation pour voir comment les personnages se développaient aussi. Parce que ça, c'est un truc, ouais, Denis, tu posais la question par rapport à comment monter un dossier. Je crois que c'est peut-être bien d'en parler là, ici maintenant. On se fait souvent une illusion, on se dit, voilà, il faut que le dossier soit parfait. Il faut que les designs des personnages soient définitifs, il faut que le pitch soit définitivement bon, et que ce sera d'ailleurs, ça se trouve, ce pitch, il faut que ce soit le 4e de couverture de l'album. En fait, non, pas du tout. Pas du tout. Du moment que tu as la fin de ta série, du moment que tu as une accroche qui est cool,
et que tu as un déroulé du premier tome qui est bien, et surtout, voilà, le synopsis, il sert à savoir si le ton de ta série est adapté à l'éditeur à qui tu proposes ton projet. En fait, le ton, c'est hyper important, c'est-à-dire quel est le niveau de violence, le niveau de sexualité, le niveau d'injure, le niveau de wokisme, par exemple, on en parlait. Là, tout ça, c'était déjà prévu à l'avance, quoi. Ah ben oui, c'est ça. Quand tu dis je cherche à séduire tel public, c'est pas faux. tu dis voilà, moi clairement, par exemple, je veux faire un truc hard-boiled, par exemple, si tu veux faire un bon vieux et un bon vieux polar bien velu, bah, ton personnage, c'est pas woke. Il est pas woke. Il va avoir un petit côté de droite, genre un peu peut-être vigilante, le personnage. Et c'est pas grave, ça fait partie du truc. Moi, il y a des œuvres de Frank Miller que j'adore. Et pourtant, j'adhère pas du tout à ses idées politiques. C'est pas la question. Voilà, peu importe. C'est ton œuvre que tu vas défendre, représenter et que tu vas projeter dans la mémoire. Tu projettes le truc, tu présentes ton projet et l'éditeur, il voit si ça colle, et surtout s'il a aussi une caisse de résonance pour toi. Moi, je sais que là, tu sais, on a monté, on parlait du label 619 tout à l'heure, on a monté une boîte pour gérer les créations du label 619 avec Run, Guillaume Singelin et Mathieu Bablet. Et du coup, on reçoit aussi beaucoup de projets de jeunes. Donc moi, je suis aussi en position en fait de recevoir des projets et de les ouvrir et de les lire en fait. Trop bien, t'es passé de l'autre côté du bureau maintenant. Mais c'est ça quoi. Ouais, les deux côtés, parce qu'en fait, on continue aussi à proposer des projets. C'est-à-dire que quand il y a des jeunes qui viennent me voir et qui me disent voilà, on va lancer un projet, moi, je me dis pas bon, c'est bon, je suis de l'autre côté du bureau. Je peux dire oui à tous les projets. Non, il faut continuer à faire ces dossiers de présentation parce que en fait, c'est une étape qui est assez essentielle, même pour nous-mêmes, même pour les gens qui créent le projet, pour être sûr qu'on a validé toutes les étapes et se dire ok, on n'est pas en train de lancer n'importe quoi. Il y a une énergie tu vois, quand tu lances un projet, il y a une énergie. C'est trop bien. Tu fais ça, des fois, tu fais ça entre potes et du coup, tu te dis ouais, ça va être trop bien, ça va être trop cool. Et en fait, cette énergie-là, il faut la mettre à l'épreuve du retake, de la reprise et de la réalité du marché. C'est-à-dire que parfois, tu te dis, ouais, ça va trop bien marcher, et ton éditeur, il fait, bon, écoute, il y a des réalités, voilà, et en plus, voilà, il y a les crises du papier, par exemple. Donc, crise du papier, ça veut dire, qu'est-ce que tu fais pour que ton album, il s'inscrive dans une nouvelle forme de l'édition française et là-dessus, tu réfléchis avec ton éditeur, mais si c'est fait en bonne intelligence, c'est bon pour le projet, quoi qu'il arrive. Okay. Le but d'un éditeur, c'est de vendre le projet, que le projet arrive sur le marché, qu'il trouve son public. Voilà. C'est sûr. D'accord, oui, il y a quand même pas mal de réflexion lorsqu'on veut présenter quelque chose. Donc, c'est assez complet finalement en termes de package de présentation. Oui, tout à fait. C'est pour ça que... pas autant. Oui. Ouais, mais c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, ça peut revenir entre les mains du scénariste, parce que le scénariste, il va brasser beaucoup plus de projets qu'un dessinateur. Un dessinateur, il va mettre 1 an à faire un album. Un scénariste, s'il passe une année entière à faire un album, il va pas beaucoup gagner de sous. Donc un scénariste, il va brasser beaucoup de projets. Donc lui, il est à même de gagner cette expérience et de créer le contact avec les éditeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, on a plus des scénaristes qui sont un petit peu éditeurs que des scénaristes purs, il n'y en a pas tant que ça. Ou sinon, c'est qu'ils sont très bons. Sinon, c'est qu'ils sont très très bons aussi. Par exemple, je connais un scénariste, comment il s'appelle, Alain Hérol. Lui, il fait ses storyboards. Donc, pour le dessinateur, c'est un gain de temps qui est énorme pour le dessinateur. C'est ouf, ça. Ouais, c'est un gain de temps énorme. Ça permet de rebondir sur quelque chose qui est déjà réfléchi en image. Là, par exemple, à l'atelier, on a un storyboarder dans le cinéma, Emmanuel Tan. Et pour le cinéma, quand ils reçoivent des scénarios qui sont juste des vues de l'esprit, c'est-à-dire écrits, eux, ils doivent faire un gros travail de réinterprétation. C'est super intéressant de le voir travailler. Et du coup, ça bouffe énormément d'énergie. Et j'imagine que s'ils recevaient un pré-storyboard, c'est-à-dire avec des vignettes, avec des intentions déjà de storytelling, de scénographie, de chorégraphie, enfin des éléments qui permettent de positionner les personnages dans l'espace et de moins réfléchir à comment ils vont évoluer.
on gagnerait vachement de temps, quoi. Mais là, je le vois travailler, c'est phénoménal. Hein. Je sais que j'avais vu ça dans le cinéma et le storyboard, c'était sur Matrix. Bon, ça a un petit peu quelques années, mais ils avaient montré tout le processus. Ils avaient vraiment créé presque une BD, en fait, avec le storyboard qui était détaillé. Et tu retrouvais les scènes en détail, mais plan par hallucinantes, plan, quoi. C'est plan par plan, c'était génial. Pour le cinéma, je ne sais pas exactement où on en est rendu des animatiques, mais un animatique, grosso modo, c'est un storyboard que tu mets avec le timing d'apparition et parfois des slides de personnages et même des débuts d'animation. D'accord. Ah ouais, tu pousses le truc. Ouais, voilà, tu pousses le truc jusqu'au bout. J'en ai fait un petit peu quand j'étais dans le jeu vidéo. Et en fait, ça commençait déjà à l'époque, on commençait à utiliser beaucoup plus les outils comme Premiere et After Effects, la suite Adobe, pour créer des petits animés en fait, qui permettaient de se faire une idée du timing, de la scénographie. Et aujourd'hui, maintenant, même dans le storyboard, ils commencent à leur demander de mettre du son. Alors, des sons, des musiques, des voix témoins. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a certains doublages de dessins animés, des Disney, tu vois, j'en sais rien quoi, mais qui sont très connus et très demandés. Ils n'ont pas forcément toute la scène, ils ont que le storyboard un peu animé, et ils doivent faire les doublages directement dessus. Ouais, c'est ça. Ils font de la pré-synchronisation. Hein. Ils pré-synchronisent les voix. Ensuite, ça permet aux animateurs de bosser les voix, et l'acting, voilà, c'est ça. Et ensuite, ils post-synchronisent encore. C'est un gros process de fabrication. Hein. T'es loin des Walt Disney des années 40, quoi. Dans les années 40, ils bossaient déjà beaucoup en pré-synchro aussi. Ouais. Au Gobelin, on a appris à bosser en pré-synchro, c'est-à-dire qu'on prenait des voix témoins qui étaient issues de films, et ensuite on faisait un acting en fonction de ces voix-là. Tu dessines par rapport à la voix, quoi. Voilà, c'est ça. Génial. Ouais, c'est marrant. Mais t'es sûr que ça... T'as un mouvement, t'as une expression faciale, même si t'es sur du dessin animé, qui va être le plus proche possible, en fait. C'est fort. Oui. Et puis, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus Enfin, tu vois ce qui se passe, là, qu'on appelle ça performance capture. Performance capture. Voilà, où ils ont les petits points sur eux, et ils jouent directement, et après, ils redessinent sur les points bleus, quoi. Ouais, c'est ça. Ils réaniment dessus, et ça permet aussi de capter les micro-expressions. Ça, c'est pas évident parce que des fois, quand tu animes et que tu analyses le jeu d'acteur, des fois on va manquer peut-être un regard sur le côté, on va manquer un micro mouvement du sourcil, et finalement le fait de travailler avec ces procédés-là, ça permet d'aller plus loin dans le réalisme. Alors jusqu'où il faut aller dans le réalisme, c'est une bonne question. Voilà, jusqu'où c'est de l'animé ou est-ce que c'est du film? Moi, je tranche pas là-dessus. Je me contente d'être spectateur de de la pop culture d'aujourd'hui. Et il y a des trucs que je trouve bien, d'autres que je trouve un peu artificiels. Voilà, c'est toujours Flash. Je l'ai pas parlé de films. Je ne l'ai pas. C'est pas un manque. Voilà, apparemment. Oui, ils le font dans tous les domaines. Ils l'avaient fait à l'époque pour les jeux Guitar Hero. Il avait fait ce groupe Metallica où ils avaient joué dans des combinaisons, machin, et les ont recréés en jeu vidéo. Et là, tout dernièrement, en musique, avec le groupe Kiss, qui s'est arrêté là en décembre. D'accord. Et ils ont dit que maintenant, ils allaient continuer sous forme d'avatar. Et ils ont mis 200 millions d'euros dans la construction de leur avatar. Et c'est les gars qui avaient fait déjà le groupe ABBA, le groupe suédois, qu'ils avaient refait en avatar ou je sais pas trop quoi. Bref, et donc ils les ont filmés, t'as même des caméras. T'as des caméras comme ça, vraiment face à leur gueule, et tu vois leurs expressions faciales. Et ils ont tout recréé. Et apparemment, maintenant, ils vont tourner comme ça sous forme d'avatar avec des écrans. Ce que je trouve très nul, mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais d'accord, du coup, ils vont devenir immortels. Et puis ensuite, dans 20 ans, 30 ans, on verra encore du Kiss. En 2027, c'est prévu le premier concert des avatars. Sachant que les gens vont suivre, hein, honnêtement. On verra. Sachant qu'on connaît qu'une seule chanson de Kiss. C'est peut-être ça l'avenir, tu sais. Il faut être clair, pardon, mais. Non, mais je suppose que toi, t'es nul, mais. Et encore, je ne saurais pas te dire le nom. I was made for loving you, baby. C'est ça. Pardon, mais c'est pas les Beatles. Il y en a plein d'autres, mais tu sais pas que c'est eux, mais peu importe. C'est possible. Pour moi, ce sera l'avenir, tu vois. Tu iras voir Michael Jackson, tu iras voir. Je suis sûr que ça va être ça. Les films aussi, ça va être pareil. Ça remplacera jamais le bouquin. Ouais. Le plaisir de tourner la page, on l'aura plus. Voilà. On l'aura toujours, je veux dire. On le remplacera pas. J'espère. D'ailleurs, on en parlera dans le cloud. Bon, bref.
Oui, non, d'ailleurs, mais spoil on va pas, recentrer un petit peu le. J'ai pas On lu. va On va avancer, recentrer un petit sinon peu le Benoît, débat. il va. Oui, voilà. Vas-y Thierry, allez relance. Merci, mon cher Jean-Mimi. Putain, c'est vieux, je suis vieux, quoi. Oh putain, 40 mètres, c'est je plus suis- possible les mecs. Je suis vieux et putain, j'ai l'impression d'être un footeux. Ah, bon, pardon. Pas grave. J'aime pas. Donc oui, donc on va revenir un tout petit peu quand même sur l'ensemble de ce que tu as sorti. J'ai fait des petits visuels. Ah, super. Donc voilà, hop. Il a travaillé. Voilà, c'est Waouh, plutôt j'ai très bien. travaillé. C'est son TPE, Voilà. son stage de fin de 3e. Exactement, c'est ça. Ah, super. Donc voilà, comme on disait, tu as sorti donc la série Freak Squill. Genre, je sais pas si je le prononce bien. Si Oui, c'est bon, très bien. Ouais. Bon, voilà. Qui est paru en 7 tomes. Donc là, c'est fini normalement. Ouais. Sauf s'il y a. Voilà. Moi, j'ai découvert, je t'ai découvert en fait avec ça. J'ai d'ailleurs, j'ai la série complète avec le 7e album en collector. Je m'étais fait Ouais. plaisir. Et voilà, maintenant on a Funérailles, qui est, on va dire, un préquel à c'est Freak ça. Squill. Alors c'est encore en cours, voilà, puisque le Ouais, 7e en il y fait, a non, écrit à c'est suivre. septembre. Alors, le 7e est à suivre, mais la suite est dans Cloud, en fait. Oui, c'est ça. Donc, D'accord, la ok. série est terminée en 7 tomes, en fait, aussi. Ok. Et du coup, ça laisse présager que Cloud sera en 7 tomes. Pour 777. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est beau, hein. Bah, ouais. Rendez-vous dans 7 ans. C'est ça. Alors, je tiens juste à Oui. préciser quand même. Oui. On a tous dans cette émission nos petits trucs qu'on aime bien disséminer au fur et à mesure de nos émissions depuis 6 mois. Il faut voir que Denis, par exemple, s'il parle pas de Megan Fox, de Jim Lee ou de Sean Murphy par émission, il fait un AVC. C'est ça. Alors, Benoît, Alors, s'il d'accord. parle pas de East of West, de Freak Squill et de Roselyne Bachelot, c'est pareil. Surtout Roselyne Bachelot. Ouais, voilà, surtout Roselyne Bachelot. Donc, toi aussi, tu la trouves sexy. c'est notre, voilà, notre représentant et il nous en parle régulièrement. Oui, Il m'a converti à Freak Squill. Oui, voilà. Je l'ai converti. Normalement, tu as lu les 7 tomes et tu es en train de lire Exactement. Funérailles. Et ben, j'ai pas attaqué Funérailles encore. Voilà. Ah, Mais ok, j'ai bon. fini, j'ai été converti très facilement à Freak Squill. Ah, super, super. Bah, en plus, Freak Squill, ouais, voilà, si vous aimez Batman, ça parle des super-héros, quoi. Donc, Ah bah c'est Ouais. ouais, non, c'est des super-héros foireux, quoi. ouais. Oui. Ouais, tout dépend, mais disons qu'il y en a très, très certains loin. qui sont un peu foireux dans l'eau, ouais. Voilà, ouais. Donc voilà, Il y en a Funérailles, clairement, donc, ouais. qui est le préquel, qui est quand même un peu plus au niveau de l'histoire, un peu plus dur, hein, parce que ça se passe quand même Ouais, pendant la ouais. guerre, etc. C'est C'est plus. une dystopie, pour le coup. Là, on est vraiment dans la dark fantasy, la dystopie, qu'on appelle ça déjà, le formica punk. Le C'est steampunk un peu, le non? steampunk, Oui. mais plutôt issus des années 80. Voilà. Donc, Ok. Mais on est d'accord que vous sortez les bouquins en mode Star Wars un peu, genre d'abord le début, puis le préquel, puis entre les deux. non, Cloud se passe après, ouais, donc c'est vraiment comme Star Wars, en C'est espérant exact, que je suis pas en train de c'est me faire une grosse buse. Cloud. Vous Si allez tu être te fais racheté racheter par Disney, c'est bon c'est ça. signe. Ah ouais, ah, c'est bon ça. Je suis pas sûr de. Non, mais là, ouais, justement, ça pose la question de juste. Bon, bref, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais. Tiens, tu viens de lui foirer tout son avenir du truc. Là, Ouais, maintenant, il va penser qu'à Star Wars, c'est mort, quoi. Ah non, c'est fini, là, on va parler que de ça pendant tout le reste du truc. Là, je vais vous faire Oh non. part de mon analyse de l'épisode 8. C'est ça. Ah non. Enfin, J'ai bien aimé l'épisode 8. Enfin, j'ai bien aimé. Ouais, ça va. Et donc, c'est là que se termine cette interview. Voilà. Ah oui, il y a des thèmes auxquels il faut pas trop toucher, Ouais, voilà. visiblement. Je vais repart de mon analyse de l'épisode 8. Bon, alors, voilà. Donc après, voilà, il y a des spin-offs autour de. Alors, je vais pas prononcer le nom du personnage parce qu'en fait, quand on le lit, on le met dans sa tête, mais je serais pas trop le prononcer en fait. Je peux dire. Hein. Pas... Voilà. Donc voilà, puisqu'il y a une série rouge qui est en 3 tomes. Et ensuite, Masiko, qui est uniquement. Masiko, c'est des petites aventures au fil de l'eau, parce que là, ce qu'on peut voir, là, c'est un recueil de 2 histoires de Masiko, plus une originale. Et il y en a une 4e qui est dans le Low Reader 1. Bon, peut-être que Denis, tu as pu le découvrir dans le Low Reader 1 avec Yes. Ames.
Et donc voilà, c'est des petites aventures marrantes sur la mère de Xiong Mao qui est une tueuse à gages, mais qui doit qui a comme handicap d'avoir le bébé Xiong Mao dans les bras pendant toutes ses missions, quoi. Tout le long, quoi. C'est ça, ouais, qui la protège. C'est à c'est la une fois histoire un après roman, plein mais d'action et de l'amour voilà. maternel, c'est sympa. C'est ça, Moi, ça j'aime bien. change un petit peu. Bah, ça, tu vois, moi, c'est alors, je sais plus dans quel tome c'est, où justement il y a une petite digression et on voit, il y a 2-3 pages où ça parle justement de la mère de Xiong Oui. Mao. Et j'avais adoré, j'en ai parlé tout de suite au gars, j'avais trouvé ça génial. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver l'histoire. Mais juste, j'avais été happé par je crois que c'était 2 pages ou 3 Ouais, pages peut-être. je sais plus, ouais. Mais j'avais trouvé ça tellement Elle se génial bat dans contre les l'appart et mafieux, tout. Elle était Mm. badass au possible. Enfin, je me suis dit, putain, il faut que. Ouais, Voilà, c'est ça. il faut que je le lise. Ça vraiment, ça C'est une m'a histoire happé qui de avait ouf. été publiée dans les Doggy Bags, si je dis C'est pas ça. de bêtises. Ouais. C'est ça, le Doggy Bags 1, Doggy Bags 3 pour le deuxième épisode de Masiko. Et puis donc le Reader 1 pour le quatrième épisode de Masiko. Voilà. Et c'est des petits épisodes de 30 pages qui se lisent tout seuls, quoi. C'est des petites histoires courtes. Mais à chaque fois, j'essaie de trouver une petite accroche narrative marrante. Là, par exemple, pour le dernier, pour le Reader 1, c'est sa fille qui a été mordue par un loup-garou. Et donc, le compte à rebours, c'est quand le loup-garou va se transformer. Donc, Ouais, elle quand fait ce tout sera ce qu'elle peut pour trouver comment soigner sa gamine, qui au début semble malade, mais elle ne sait pas trop de quoi. Et petit à petit, elle se rend compte qu'il y a une malédiction, quoi. Du coup, c'est toi qui as fait la cover du Lowrider avec le loup-garou de dos? Le Lowrider, non, le loup-garou de dos, c'est. Ah non, c'était dans un. C'est Doggy Bags 1. C'est dans un doggy. Ah oui, c'était dans un doggy c'est le bag. premier, Mais il y avait ouais. aussi le loup-garou. Ouais. Film motard. Oui, Bah, c'est tout ça, à fait, avec en le fait, patch dans le dos. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça, en on fait, va le voir. l'histoire- Je l'ai mis un peu après. D'accord. Oh, trop bien fait cette émission. Ah, t'as vu? C'est pareil. C'est préparé un petit peu quand même. Donc Ah, après, c'est il y a les rare, spin-offs. mais- Voilà, il y a des petits spin-offs comme ça. Voilà, il y a les spin-offs. Oui, c'est Kim. Kim j'arrive Trauma. plus à- Oui, Kim Trauma, c'est ça, que j'ai lu il Voilà. n'y a pas longtemps d'ailleurs. Très sympathique. Et alors, Vestigial. Vestigial. Voilà, Ouais. qui est un petit peu pour on va Plus lecteur adulte. averti. Voilà, ouais. Donc, il y a- Disons que c'est des trucs que je pouvais pas mettre dans Freak Squill parce que c'était plus adulte, C'est ça. Ok. mais que du coup je voulais développer à côté, quoi. Voilà. Même si dans Freak Squill, finalement, entre le tome 1 et le dernier, tu t'es permis beaucoup plus de choses au niveau déjà des dessins ou des corps, notamment féminins. T'allais encore plus, enfin, tu t'es autorisé d'aller plus loin vers la Oui, fin. je crois que déjà dans le tome 3, il se passe pas mal de trucs. Des Ouais, mémoires, mais je crois que c'est ça, ouais. Mais Ouais, petit à petit, enfin, ah oui, oula, dis donc. Ouais, ça Voilà. grandit un petit peu avec on va dire, ça grandit avec le public. C'est ça. C'est ça, mais c'est exactement ça. En fait, le point de départ, ça pourrait presque être une espèce de Harry Potter des glingos au pays Ouais. des super-héros, puis ça grandit, quoi. Mais c'est vrai que j'ai une influence là-dessus, j'ai une influence manga qui est assez forte, et le manga, on va chercher vraiment ce public ado-adulte, Mhm. et donc des thématiques qui sont plus, qui sont moins prudes, quoi. Tu te retrouves un petit peu dans la construction aussi des héros qui sont dans l'apprentissage. Donc tu retrouves du Harry Potter, mais tu retrouves du Buffy contre les vampires. Ouais, moi mon truc c'est de placer Buffy contre les vampires une fois par épisode. Faut être clair. Ouais. Mais surtout Sarah Michelle Gellar. Mais voilà, il y a cette idée-là, je trouve, qu'on retrouve dans Freak Squill, de la construction, de l'identité, la quête de sens, la quête de différentes Non, mais choses. si tu veux citer Buffy, il y a l'épisode 5 de Freak Squill, et il met. En fait, je galérais à l'écrire, et c'est en repensant. Non, c'est en voyant. Alors, The Hangover, en français, c'est quoi déjà? Very Bad Trip. C'est en voyant Very Bad Trip et en me souvenant de l'excellent épisode de Buffy contre les vampires où ils perdent la mémoire, que je me suis dit, je vais faire ça, en fait. Je vais faire une perte de mémoire avec cette quête en même temps de l'identité générale de l'université. Ça me permettait de reboot, en fait, mes personnages et de rechercher ce qu'ils étaient en train de chercher profondément. Parce que, en fait, j'essayais désespérément d'écrire un truc qui était hyper lourd à écrire, quoi. C'est-à-dire une recherche, une enquête sur comment avaient été fondées les universités, ce qui était
vraiment un calvaire à écrire, quoi. Et donc, l'idée de perte de mémoire, finalement, ça a permis de lier le macrocosme au microcosme. Ouais, ça. Dans cet épisode, même, tu as Giles et Spike, ils pensent qu'ils sont père et fils. Père et fils. Et vrai. Spike pense qu'il s'appelle Candide. Oui, c'est vrai. Il est habillé comme un Anglais, du coup. C'est ça. Denis, fais pas la gueule, on le regardera avec toi, Buffy. Oui, voilà. J'aime pas Buffy, mais laissez-moi Ah, tranquille. putain. Ouais, le problème, c'est que Buffy, c'est très long quand même. Il y a beaucoup d'épisodes. Ouais. Ah, C'est Il vrai. faut regarder les meilleurs. Il faut regarder les bons épisodes. Ouais, t'en as, il faut zapper, quoi. Bref, Ouais. mais c'est rigolo. Non, mais c'est l'influence pop culture qui Bah oui, tout à fait. et qui parle à notre génération, mais à d'autres, parce que ça se retrouve et ça se transmet. C'est la culture manga, c'est la culture pop culture. Enfin voilà. Ouais, mais moi j'ai fait un épisode entièrement référencé sur Supernatural dans un. Ah, ça j'aime bien, voilà. Bah, en fait, c'était Mathieu Bablé qui lançait les Midnight Story. Non, Midnight Tales. Voilà, les Midnight Tales. Et donc, à un moment donné, j'ai fait un épisode sur la maison Winchester. Et du coup, je me suis dit, bah, quoi de mieux que de mettre un frère Winchester dans la maison Winchester. Donc, voilà, j'ai dessiné l'acteur. Sam ou Dean Sam. Dean, c'est les cheveux courts. Ouais, Dean. Ouais, c'est plus facile à dessiner en plus avec des yeux expressifs et des gens marqués, vraiment très facile à représenter, quoi. Donc, et malheureusement, sur j'ai pas rencontré l'acteur quand j'étais aux États-Unis. Il était aussi, mais j'ai pas pu le voir. Et, dommage. J'avais pas d'album à lui filer. Ah, c'est con. Ouais, c'est con. Ah, c'est. Ouais. Mon rendez-vous manqué. Peut-être pour le reboot de Supernatural. Non, mais très souvent, il y a des conventions Supernatural en France et ils font venir les acteurs. Et là, d'ailleurs, je crois qu'il y a l'acteur qui fait Sam qui vient bientôt à Paris. D'accord. Ok. Mais pourquoi pas. Ensuite, du coup, tu as écrit un roman avec Ophélie Bruno. C'est plutôt elle qui l'a écrit. Moi, j'ai fait le scénario, grosso modo. D'accord. Et il y a eu un jeu de société aussi. Oui, on a fait un JDR avec 2D sans face. L'équipe de 2D sans face, on a fait un JDR et voilà quoi. Il y a eu quelques petits des add-ons, des suppléments. Et ça s'est arrêté parce qu'en fait, le marché JDR en librairie, ça marche pas très bien. En fait, les gens voulaient les add-ons, ils voulaient les trouver en librairie spécialisée, enfin en boutique de jeux. Magasin spécialisé pour jouer. Parce qu'en fait, c'est pas la même chose quand tu as un livre et que tu as un code ISBN, c'est pas la même chose que un livre de jeu qui est vendu en tant que jeu. D'accord. C'est le jeu qui prime et pas le titre. Ouais, le statut est très différent. Parce qu'en fait, du coup, tu peux pas vendre des BD dans un magasin de jeux. Normalement, tu peux pas. Enfin, sauf si le magasin de jeu a une licence de libraire. Ok. Oui, d'accord. C'est très segmenté, quoi. Mais ouais, c'est assez segmenté. Parce que le livre est soumis au prix unique du livre. Oui, mais il pourrait faire le prix unique dans un magasin de jeux. Oui, bien sûr, mais par contre, il faut qu'il ait une licence. C'est-à-dire qu'il il s'engage en tant que libraire à pas le brader, quoi. D'accord, ok. Mais après ça, je ne sais pas bien comment ça fonctionne, le jeu. Là, je ne vais pas dire de bêtises. Mais grosso modo, pour la librairie, oui, ça, je sais que tu peux pas faire n'importe quoi. D'accord. Donc voilà, après, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'était avec le label 619, donc les Midnight Tales, comme tu viens de le dire, les Doggy Bag et Lowrider, et aussi Short Story. Alors ça, j'avais la version noire et blanche, c'est magnifique en noir et blanc. Ah, bien joué. Ouais. Elle a été éditée à 4000 exemplaires et il ne sera pas réédité. Ok. Du coup, les noirs et blancs, je crois qu'on n'en a plus. Enfin, il doit en rester un petit peu dans des fonds de stock qui se baladent à gauche à droite, mais c'est la version couleur. Après ça, nous, on a vraiment, avec Run, on a vraiment pensé la version couleur comme étant celle qui était la version auteur, quoi. Et en fait, c'est comme je travaille en noir et blanc. D'ailleurs, je ne sais plus qui voulait. Enfin, c'est Red qui voulait me poser des questions sur la technique. En fait, moi, je travaille en noir et blanc avant de travailler en couleur. J'aime bien poser mes lumières et vérifier que ma narration fonctionne en noir et blanc. Ça doit venir du fait que je consomme beaucoup de mangas. Et du coup, je mets ma couleur après. Donc, on a décidé de faire une version noir et blanc. Et effectivement, quand elle est sortie, je me suis dit, ah ouais, elle est quand même super charmante en noir et blanc.
c'est bien qu'on l'ait sorti, quoi. Voilà. Et du coup, moi j'ai une petite question là-dessus parce que je collectionne beaucoup de comics en noir et blanc. Est-ce que c'est des fois des demandes de l'auteur ou plus de l'éditeur de sortir un bouquin en noir et blanc en plus de la couleur? C'est plutôt des demandes d'éditeurs parce que il faut une opportunité, il faut un marché en fait pour que tu puisses écouler ta version noir et blanc. Juste ici, tu as un bon marché d'acheteurs de noir et blanc, en fait. Si tu veux, déjà. mais potentiellement, moi aussi, je suis plutôt. Par exemple, tu vois, on parlait de Sean Murphy. Sean Murphy, voilà. Moi, ça y est. Ça y est, ça commence. Noir et blanc, quoi. Et si je pouvais, enfin, si j'avais pu prendre The White Knight en noir et blanc, je l'aurais pris. C'est juste que j'ai raté j'ai raté l'occasion de le faire, et voilà, c'est tout. Bon, je me suis contenté de la couleur. Je n'en fais pas une jaunisse, mais toujours est-il que oui, c'est plutôt les éditeurs qui vont proposer ça. Après ça, Sean Murphy, je pense qu'il travaille vraiment bien son noir et blanc. Oui. Sean Murphy, en fait, il fait que du noir et blanc, c'est pas lui qui fait la colo. Ça, voilà. Et du coup, la colo, elle est souvent mandatée par un éditeur d'ailleurs. Oui. Je sais que Tim Montaigne a imposé une coloriste pour 1625. Nous, on fait nommer nos couleurs chez 619. C'est plus une question de praticité que de choix artistique. Et mais oui, souvent la version noir et blanc, c'est des éditeurs, c'est l'éditeur, voire un autre éditeur, voire un éditeur tiers qui va proposer de faire un tiré à part. Ouais, un tirage de tête ou un truc comme ça. C'est ça. Et voilà, ça dépend des opportunités, du marché. D'accord. Mais justement, quand on parle de couleur et de noir et blanc, dans Freaksquill, souvent tu alternes. Oui. Tu as des pages qui sont sur du noir et blanc, c'est fort, c'est pas que tu changes de chapitre, c'est que c'est presque progressif parfois sur la même page. Et alors, c'est un choix artistique ou c'est un choix lié au déroulement de l'histoire aussi. C'est un choix qui est lié à plein de choses. Ouais. Enfin voilà, c'est ça. C'est pas d'où il vient ce choix, ça c'est hyper original, parce que moi je l'avais jamais vu. Enfin, souvent tu avais du noir et tu avais de la couleur parce que tu avais un backstory à faire, ou tu vois, il y avait des trucs comme ça, mais c'était marqué la cassure en fait. Toi, c'est plus dans l'histoire souvent. Oui, parce que en fait, à l'origine, je pensais que, d'ailleurs à l'origine c'était le cas, chaque album allait faire dans les 120-140 pages. Je crois même que le tome 7 de Freaksquill fait 150 planches de BD. Donc à l'époque, je me disais, bon, c'est énorme, j'aurais jamais le temps de le faire entièrement en couleur. Et en plus, ce que j'aime bien dans le noir et blanc, c'est que finalement, c'est assez reposant à lire. La couleur, ça peut devenir un peu entêtant. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais faire du noir et blanc. Et puis, de temps en temps, je ferai un petit chapitre couleur pour me faire plaisir, un peu comme dans les mangas. Et surtout, avant moi, il y avait eu Run qui avait fait son Mutafukaz. Ouais. Et lui, il n'avait pas hésité. Il avait mis des chapitres avec des papiers différents, des rendus différents. Et d'ailleurs, il l'a fait beaucoup pour son dernier MFK2. Le deuxième tome est une tuerie, quoi. Il y a vraiment beaucoup de papiers différents avec des références à des vieux comics et des vieux rendus qui sont super. Il y a donc voilà, moi j'ai un peu dans cette idée-là de faire référence aux vieux trucs qu'on lisait. Moi je lisais beaucoup des Picsou, Super Picsou Magazine. Tu avais 4 pages en noir et blanc et une seule en couleur. Mais je crois que c'était pour des questions d'économie à l'époque. Bien sûr. C'est comme les mangas aujourd'hui. Quand tu ouvres un manga, parfois tu as de la chance, tu tombes sur une édition qui respecte les cahiers couleurs. D'accord. Et tu vois des planches couleurs, et puis tout d'un coup ça redevient noir et blanc. Et en fait, c'est parce que dans les magazines de manga, de prépublication, il y a des planches couleurs qui sont décernées aux albums aux séries qui vendent le mieux. Et parfois, il y a un chapitre comme ça qui se retrouve dans un tankobon, un recueil de manga. Et tu as un chapitre couleur au début de l'album. Et du coup, moi, franchement, ce mélange couleur noir et blanc, ça m'a jamais trop choqué. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire un album hybride. Et puis, de toute façon, on faisait de la BD hybride à l'époque. En 2008, quand Mutafukaz sortait et que du coup, il a lancé ce format un peu comics,
Donc moi, je me suis engouffré derrière avec Freaksquill. Il y avait très très peu de BD grand public, pop culture, qui faisaient ce format-là. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le format, la plupart des libraires, enfin pas les libraires SP, ils nous connaissent. Les grandes distributions, ils savent pas où nous mettre. Ils nous mettent au milieu des comics. Est-ce que c'est du comics? Est-ce que c'est du roman graphique? Est-ce que c'est du manga? C'est un peu. Ils savent pas. Ils sont perdus. C'était une de mes questions, c'était de savoir comment vous vous définissiez, parce que j'ai eu l'exemple, j'avais envoyé ça en photo au gars. Ce week-end, j'étais en balade, je vais pas raconter ma vie, mais je me suis retrouvé dans une petite librairie, en fait, dans une ville, et je suis tombé sur, il y avait le rayon comics, en gros, c'était les Big Two, les super-héros. T'avais le côté bande dessinée franco-belge, mais grand public, le côté bande dessinée adulte, et en fait, au milieu, t'avais un, c'était marrant, t'avais un, comment on appelle ça, comme ce qu'a Denis derrière lui, là. Ouais. Un meuble, ça s'appelle un meuble chez nous. Ah, c'est un meuble, putain, j'ai pas ça chez... La campagne, on sait pas ce que c'est. Putain, faudrait que j'aille rentrer mes poules. Du coup, il y avait ce meuble-là, et c'était que le label 619, en fait. Ça m'a fait rire. Et je l'ai envoyé en photo au gars, et en fait, c'était que vous. Enfin, toi, tu avais tout un pan, deux morceaux, puis il y avait la métafécase. Mais du coup, c'était vraiment entre. C'était pas sur le comics. C'était dans quelle librairie, si tu peux faire la pub? Oui, c'était Bulle de papier à Brive, d'ailleurs. J'ai fait une. D'accord. La Gaillard. Salut, il nous écoute pas, mais enfin, super BD. Allez-y. Super BD, super. Librairie. Voilà, c'est bon. Vous avez compris? On t'a suivi. Oui, il y a des libraires qui font ça. On a remarqué, on nous envoie des photos, on nous envoie des trucs, on montre effectivement. On est assez bien compris par les libraires indés, SP. Franchement, on leur doit beaucoup, je pense. D'ailleurs, je les remercie au passage. Parce que je pense qu'ils ont été sensibles à notre narration et au travail que Run a insufflé dès le départ dans le label 619 avec cette exigence de narration et de sujets qui sont abordés, qui sont poussés jusqu'au bout. Je sais pas, tu vois, par exemple, Denis, je pense que tu as pu le constater avec le Short Story. Run, quand il s'empare d'un sujet, il va vraiment jusqu'au bout et il le décortique à fond les ballons, quoi. Et jusqu'à en devenir obsédé, quoi. Il envoyait des mails à des spécialistes américains de Elizabeth Short. Il a harcelé la police pour avoir la confirmation de l'existence de certains personnages, de certains, certaines personnes qui étaient mentionnées dans la biographie d'Elizabeth Short. Oui, donc c'est vraiment du tout est vrai dans le truc, il n'y a rien d'un peu romancé. Ah, tout est vrai, ouais. Toutes les recherches sont vraies. Nous, ce qu'on a pris, par contre, c'est dans Short Stories, c'est ce qu'on s'est permis d'interpréter, c'est le rapport déclassifié du FBI. Donc, tout le déroulé qui est montré en BD, c'est ce qui a été recueilli par le FBI et confirmé. Et ensuite, relu par Run et reconfirmé par Run, parce qu'en fait, il allait vérifier l'identité de chacune des personnes pour être sûr qu'elles ont bien existé. Bah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que les prises de témoignages sont faites à l'écrit, à l'oral, donc et sont saisies à l'écrit par les policiers. Et des fois, les policiers se plantaient. Donc, on s'est retrouvé avec interpréter à leur façon. On s'est retrouvé avec des noms en doublon, mais qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc, c'était des grosses galères. D'ailleurs, des galères que rencontrent aujourd'hui les gens qui sont dans les services sociaux. Ma femme, elle travaille dedans et elle voit des noms qui sont déformés par les prises de notes de certaines personnes. Et ça crée des doublons sur les réseaux, c'est une bordel. Et donc là, Run avait pris un abonnement à findthegrave.com pour vérifier la véracité, quoi. Ouais, le truc de décès, là, l'acte de décès. L'acte des décès de chacune des personnes qui sont mentionnées dans les témoignages, pour vérifier que c'est bien cette personne-là qui a vécu à tel moment, né à tel moment et vécu telle anecdote par rapport à la vie d'Elizabeth Short, quoi. Non, mais vraiment, du coup, voilà, c'est tout ça pour dire que moi, je fais de la reconstitution médiévale. Enfin, on est rigoureux dans cette pop culture et je pense que c'est ça que les libraires ont
ont compris, qu'ils ont bien aimé, et que du coup, ça permet de faire une BD qui est transgénérationnelle. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on voyait Vestigial. Moi, l'idée, c'était de faire pas du porno chic, mais de faire un érotisme qui serait qu'on pourrait montrer aux adolescents pour leur dire, bon, tu vois, c'est comme ça qu'on s'aime. Ouais. C'est pas comme dans le porno, quoi. C'est Un Denis. voilà, et puis en dehors des Vestigial, il y a aussi un côté très transgénérationnel. Enfin, c'est ce que je disais. Voilà, par exemple, aujourd'hui, on commence à voir des papas arriver avec leurs enfants, et ça, c'est super super touchant, quoi. Et sur Short Story, on a touché un nouveau public qu'on pensait pas toucher, c'est les grands-parents, quoi. Ah, c'est Ah fort, ouais. ça. Ah oui, oui. Là, Oui, parce que c'est un truc qu'ont plutôt connu eux, quoi. C'est une vieille affaire. Le Dahlia oui, Noir, oui, ouais, puis même c'est ça. l'iconographie, tu vois, le côté suranné des années 50, enfin là, on est des années 47. La cover, elle fait un peu affiche rétro aussi. et tout Complet. ça. C'est ça. Ouais, en plus, on allait chercher des références artistiques dans les peintres de l'époque. Du coup, ça leur parle beaucoup. Et puis, comme c'est un gros bouquin qui a beaucoup à lire aussi, ça leur parle aussi. Comme ça fait sérieux, ça leur parle aussi. Du coup, on est dans le transgénérationnel, mais plutôt entre notre génération de Quadra et les octo Ouais, c'est ça. octogénaires, quoi. Ça, c'est Ah bah, marrant. moi, en toute honnêteté, c'est ce que j'ai préféré de toi. C'est effectivement la short story. Ouais. Ah ouais, d'accord, Ouais. c'est cool. Ouais, c'est intéressant. Le reste, il y a un peu trop de manga pour moi dans ce que tu dessines. Et D'accord. j'aime pas du tout le manga. Hein. Je m'en excuse Ouais, à tous les fans de il y a manga. pas de souci, hein. Mais c'est vrai que dans Short Story, ton style s'est un peu adapté, justement, je pense, à Ouais, l'histoire. ouais, au je m'adapte dessin. beaucoup. Comme j'ai Et fait de la figurine, ouais. du coup, j'ai une influence de Bruce Timm. Oh la vache. Bruce Timm, ça c'est venu via l'animation et Frazetta. En fait, Frazetta, quand on faisait de la figurine, c'était vraiment The Master, Frank Frazetta. On regardait toutes ces Un monstre. illustrations. Ah ouais, génial, génialissime. Et parfois, dans mes illustrations un peu peinture, je vais piocher un peu dans son maniérisme, dans ses lumières et Ouais. son anatomie. Enfin, il triture l'anatomie, c'est super beau comme il fait ça. Et tu vois, ça c'est vraiment, les Frazetta, c'est vraiment un truc que l'IA fera jamais, quoi. C'est d'aller J'espère. chercher ce. Ouais, non, mais il fera pas l'IA. Enfin, l'IA fera que copier. Pourquoi? Enfin, ça Oui. peut pas créer de base. Oui, il vient que piocher partout. Donc, Voilà. Et puis, de toute façon, l'IA n'aura jamais d'histoire. L'IA ne peut pas avoir l'histoire d'un humain. Un humain, il fait ses erreurs, il fait des boulettes. De toute façon, ça fait partie de ça. Le charme d'un style, c'est aussi des erreurs. Notre chaîne en a un exemple, un très bel exemple. Il y a 4 personnes improbables. Et ça, c'est quelque chose quand on revient sur ton style de dessin, que moi j'ai découvert du coup avec Freaksquill, et en parcourant d'autres planches ou d'autres dessins que tu as pu faire. Et je trouve ça fort, moi, d'arriver à avoir un style où tu peux t'adapter sur beaucoup de choses. Parce que souvent, un dessinateur, il a sa patte. Mais tu as réussi à donner du dessin sur cet univers-là. Mais si tu passes sur autre chose, tu donnes totalement un autre type de dessin. Donc, c'est un choix artistique de dessiner de telle manière dans une œuvre. Enfin, c'est hyper fort, ça, je trouve, moi. Ah, c'est du talent. Oui, c'est ça. Ouais, après ça, j'ai été formé dans l'animation, dans le dessin animé. Le dessin animé, tu réfléchis ton projet en fonction du projet en lui-même. En fait, tu veux lui rendre service du mieux que tu peux. Du coup, voilà, effectivement, c'est peut-être ça que tu as ressenti, ce côté d'adapter. Complet, c'est exactement ça. Dessin, ouais. Tu vois, donc Funérailles, effectivement, c'est un style qui est encore différent de Freaksquill au niveau du dessin. On va peut-être chercher des influences plus à la Mignola. Et puis Cloud, là, Cloud, c'est encore différent. Et peut-être que c'est assez curieux. Je pense que dans Cloud, on peut voir encore les influences du manga, peut-être plus du côté d'Otomo, Kaotsuhiro Otomo, Akira, que le reste du manga, quoi. Et j'ai trouvé, tu me diras peut-être, je me trompe peut-être complètement, mais j'ai trouvé un petit peu un côté Olivier Ledroit aussi. En tout cas, là, sur la cover, par exemple, je pense à ça direct. Oui, coup de bol, j'ai rencontré Olivier Ledroit. et ouais, il m'a pas adoubé officiellement, mais il a apprécié, quoi. Cool. C'est cool. Et donc voilà, sur Funérailles. Mais oui, le côté, en fait, Olivier Ledroit aussi vient de la figurine. Hein, il faut pas, c'est clair et net. Il fait des Warhammer dans tous les sens et c'est cool.
Mais c'est de l'art sacré. Hein. Olivier Ledoy, il a un côté, on dirait qu'il te fait des diptyques de l'église. Oui. C'est ultra sacré comme art. C'est vraiment, c'est très rigolo à voir. Hein. Franchement, j'aime bien. Et donc ça, c'est la dernière qui est sortie. Voilà, c'est ça, ça. Cloud. Voilà. Alors moi, j'ai eu Clovis la première fois que j'ai eu le titre. Et je me suis dit, putain, quoi? Ouais, mais en fait, c'est fait exprès. En fait, c'est fait exprès, c'est parce que je l'ai pensé suite à la sortie de mon confinement. Ouais. Je voulais pas faire un truc genre, ouais, voilà mon confinement, voilà ma vie de Quadra, enfin, tu sais, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, ce qui m'avait un peu sauvé la vie pendant le confinement, c'était l'escrime médiéval. D'accord. Et puis la rencontre avec ma femme après, mais l'escrime médiéval, je me suis dit, tiens, parce qu'en fait, je me suis mis à l'escrime médiéval, mais je suis une brêle à l'escrime, hein, il faut le savoir. Et par contre, ce qui est cool avec Excalibur, la compagnie Excalibur, c'est que non seulement on fait de l'escrime, mais on fait aussi de la couture, on fait aussi de la forge, du travail du cuir, de la coutellerie. Vraiment, on fait de tout, quoi. Et du coup, en découvrant que j'avais des capacités à bricoler, chose que je m'imaginais incapable de faire, je me suis dit, mais en fait, dans le monde apocalyptique, les gens, ils se laisseront pas crever de faim comme des gros nazes, comme dans Ken le Survivant, tu vois. On sera pas tous des péons à se faire taper dessus par des punks cloutés qui sont complètement sadiques. En fait, non, les gens, ils prendront en main leur vie et ils se démerderont, quoi. Et ça, c'est... Et tu vois, le fait de faire partie du mur de bouclier, de se battre, de faire de l'escrime dans un mur de bouclier, tu comprends que la survie, c'est pas un acte individuel. Et que se terrer dans un bunker, ça n'a pas de sens. Et finalement, la pop culture, j'avais pas envie de laisser à Walking Dead, et même à quelque part à Walking Dead et à Mad Max, j'avais pas envie de laisser l'exclusivité de la vision de l'apocalypse. De la fin du monde. Ouais, voilà. Et je voulais verser ma petite contribution et dire, voilà, moi, je la vois différemment, je la vis différemment. Et je trouve qu'il y a beaucoup de joie à vivre un monde différent qui ne va pas aussi vite que le monde dans lequel on est. Parce que là, on est dans un monde d'accélération et de résultats. C'est à la fois hyper stimulant et à la fois, ça donne le tournis parce que il y a quelle place pour l'individu dans un monde qui va aussi vite, quoi. Ouais, parce que moi je l'ai lu là pendant les vacances et ça m'a évidemment il y a le Covid qui vient aussi avec le titre, mais ça m'a fait penser à The Mist de Stephen King et le train dans l'album, c'est transperce-neige. Voilà, il y a beaucoup d'influences comme ça. Bon, évidemment, après aussi une influence viking, médiévale, un petit peu ce genre-là, qui était déjà présent dans Freak Squill et dans Funérailles. Mais ouais, il y a beaucoup de mélanges en fait dans tes œuvres. Il y a énormément de mélanges de plein de la pop culture, mais aussi de la culture en règle générale. Là, dans Cloud, encore plus que dans Freak Squill, parce que Freak Squill, c'était évident qu'il fallait mélanger la pop culture parce que c'était des apprentis super-héros. Donc chaque personnage portait en lui déjà un ADN de super-héros et de toute une culture. Par exemple, Ombre, c'est toute la culture du loup-garou. Donc la culture du loup-garou va avec la culture du vampire. La culture du vampire va avec la culture du chasseur de vampires. Donc on a rien que ça déjà. On a énormément de liens connexes au sein de la culture, de la pop culture. Là, ça se passait dans l'après-civilisation thermo-industrielle. Et aujourd'hui, ce qui marque le plus notre culture, c'est la voiture. Le symbole d'excellence et de puissance individuelle qui était la chevalerie, en fait, c'est la voiture. Aujourd'hui, quelqu'un qui possède une voiture avec une marque, c'est le chevalier des temps modernes, comme K2000. Michael Knight, le chevalier. Oui, c'est ça. Michael Knight, je trouve que même encore plus maintenant que la voiture, ce qui montre notre pouvoir, c'est le téléphone. Maintenant, c'est ce qui est devenu le numéro 1. Ouais, c'est devenu le numéro 1, mais c'est très récent.
Ouais. C'est, À 10 ans. En 10 ans, c'est ça. Oui, ça a 10 ans. La voiture, c'est 2 siècles de culture. De culture. En plus, l'abandon du cheval et donc le retour du cheval aussi. Voilà, d'où le retour de. J'ai voulu mettre les chevaux sous une forme différente parce que je voulais pas qu'ils aient une forme, qu'on ait un rapport vertical à l'animal, mais un rapport horizontal. C'est-à-dire que voilà, on est au même niveau que les centaures, c'est-à-dire les chevaux hybrides. Et ça permet d'avoir une relation qui est plus simple et de pas dire oui, ou alors on parle aux chevaux. Et puis quand le cheval te gêne parce qu'il faut entrer dans une pièce, il faut le laisser à la porte comme une moto, quoi. Non, je voulais vraiment que ça fasse partie de l'aventure et que les centaures soient au même niveau que les humains et qu'on parle justement de cette culture de la voiture. Et du coup, voilà, donc Michelin, tout ça, des marques prestigieuses. Et comme j'ai toujours mis des Citroën dans mes histoires, donc voilà, naturellement, j'ai mis le blason de Citroën sur l'héroïne. Voilà. Moi, en fait, le seul truc que quand j'ai lu cet album, alors je l'ai lu en noir et blanc parce que quand je suis allé à la librairie, il y avait que cette édition-là, donc Ah ouais. je l'ai pris en noir et blanc. Et je sais plus, je me suis perdu en disant ça. Oui, voilà, dans ce que je me disais, c'est je venais de finir Funérailles, parce que du coup, j'avais un peu du retard à rattraper. J'ai enchaîné de suite avec Cloud en me disant super, du coup, je vais arriver à raccrocher les wagons. Et en fait, là, tout ce que j'attends, c'est d'arriver vraiment à raccrocher les wagons en sachant exactement le delta de ce qui s'est passé. Ouais. Donc, c'est prévu. Voilà, j'attends la suite. La demande. Il faut attendre 7 ans. C'est ça. Voilà. Petit à petit. En fait, non, je pense que ça viendra plus vite. Là, il faut que. Je pense qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de l'arc de la présentation entre guillemets des colonies, parce que là, pour l'instant, elles ont été effleurées. Tu peux pas vivre dans le cloud juste avec des navires à voile sur les rails. Il faut un support comment dire, terrestre. Ouais. Enfin, des colonies. Enfin, les colonies servent en réalité à relier différents milieux ruraux qui permettent de communiquer entre eux et de vivre et d'échanger. Et donc, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce truc-là. Pas de devenir encyclopédique dessus parce que c'était pas le but. D'ailleurs, d'où la forme de Cloud avec ce côté fiche de personnage qui permettent d'évoquer la complexité de l'univers, mais sans rentrer trop dans les détails, quoi. Parce que je voulais pas devenir obsessionnel là-dessus et perdre le fil de narratif aussi sur les personnages. Je pense que c'est hyper important que Isatis soit bien développé, qu'on comprenne son rôle dedans et le rôle de Funérailles aussi. Et du coup, petit à petit, on sera amené aussi à comprendre le rôle de Funérailles et le rôle de la 13e Légion. Parce que, en fait, tu as peut-être pu remarquer, mais en fait, j'ai pensé les pages de garde de Cloud comme des génériques de dessins animés. Avec ce côté personnage, tu vois, ça spoil la suite. Oui. Je mets des personnages qui apparaîtront. D'ailleurs, on voit que c'est des personnages de Freak Squill, mais on voit que physiquement, ils ont évolué. Ombre est bardé de cicatrices. On comprend qu'il s'est battu dans le cloud, quoi. Et en fait, je voulais faire un peu comme ces génériques de dessins animés de mon enfance. Alors peut-être de certains d'entre vous, parce que certains ont mon âge, mais c'est des génériques qui faisaient parfois 2 minutes, quoi. Et 2 minutes de générique pendant lesquelles il y avait des images de choses qu'on n'avait pas encore vues dans la série. Et ça, j'aime bien ce côté. En fait, ça faisait rêver finalement, les génériques. Et du coup, tu te dis, tiens, je sais qu'eux, ils vont revenir parce que ils sont à la fin. Je sais que lui, il va revenir parce qu'il est là. Et tiens, et ceux qui ne sont pas dans le générique, qu'est-ce qu'ils deviennent et puis, ça a pâté. Ouais, c'est ça. Ça a pâté, ça faisait rêver surtout, ça faisait imaginer. Je pense que c'est un truc hyper important, c'est d'inclure les lecteurs dans l'univers pour qu'ils se sentent bien, quoi. Qu'ils aient envie de se projeter dedans et pas juste de consommer le truc et de le poser dans un coin et d'oublier, quoi. Et faire vivre.
Ouais. Je l'ai pas encore lu du coup Cloud, mais je vais le commander en fait sur le site de Momi, mais je vais surtout prendre la version la super belle version la fin qui est brillante, qui est magnifique du coup et enfin la version collector ultime quoi. J'ai vu les images. Voilà, c'est ça. Elle était encore dispo au moment avant qu'on fasse l'enregistrement, donc j'ai pas eu le temps d'appuyer sur acheter. Mais du coup, je vais demander à Benoît aussi de le récupérer à Momi Grenoble, justement pour quand il va y aller, parce que c'est ton exposition aussi. Je pense qu'on peut peut-être en parler un petit peu oui, de cette expo. C'est ce que j'allais faire. Merci pour la transition. Ah, je t'en prie. C'est presque préparé, quoi. Donc, moi j'ai repris le texte qu'il y a sur Momi. Donc, comme quoi tu exposes tes œuvres du 6 au 2 mars. Ouais. Ah, donc, bon, il y a un petit peu de temps. C'est plutôt bien. Et je me suis permis aussi du coup de mettre, que j'ai trouvé sur le site Momi, certaines de tes œuvres qui, je pense, peut-être seront exposées, je sais pas. Si, je crois que ça fait partie du programme d'exposition, ça, ouais. D'accord. Et donc là, il y en a plusieurs en couleur. Ouais, il y a des couvertures, puis il y a des couvertures que j'avais faites aussi pour. Là, c'est Third Edition, ils avaient fait un truc sur Senseiya, il y a un livre. Et pour une version spéciale, ils m'avaient demandé d'en faire une, c'est cool, c'était sympa. Hein. Et après, hop, voilà, bon, là, il y a une petite référence à l'ensemble des super-héros. Alors, pas l'ensemble des super-héros, mais surtout les femmes araignées Spider-Verse. de pop culture. Ouais. Donc, du coup, il y a pas mal de Spider-Verse, effectivement. Mais il y a aussi 2-3 personnages qui sont issus de films d'animation. Là, il y a James et la Veuve Noire. Il y a la Veuve Noire aussi. Mais je les ai toutes faites en version chubby. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça l'idée. Parce qu'en fait, quoi chubby milieu qui c'est quoi chubby en version ronde. Ouais, un peu généreuse. Ouais, plus généreuse. Et ça avait eu son petit succès à l'époque, c'était marrant, les gens avaient bien aimé. Et voilà quoi. Et, oui, il y a aussi Black Widow, enfin la Veuve Noire oui. Je me souviens plus du nom du jeu. Overwatch. Voilà. D'accord. Je connais pas celui-là. Mais... Ouais, il y a tout un travail. Dans mon œuvre, il y a beaucoup de travail sur la rondeur des femmes, comme on peut voir sur la couverture de Funérailles aussi à côté. Tout à fait, ouais. 5. Ouais. Tu travailles sur là, c'est des peintures des dessins qui sont sur quelle taille du coup? Tu es sur du A3, sur du plus grand que ça? Non, en fait, je travaille sur ordinateur. D'accord. Je pensais que c'était du... D'accord. Ouais, mais en fait, c'est assez proche du tradi, quoi. L'avantage de l'ordinateur, c'est que quand tu travailles sur des grands formats, tu n'as pas besoin d'aller scanner des grands formats. Scanner des grands formats, c'est très, très, très pénible. Il faut vraiment un grand scanner. Après ça, l'inconvénient, c'est que je génère peu d'originaux. C'est l'inconvénient. Ouais. Dans le comics, il y a Jorge Jiménez qui fait du Batman et qui est connu pour ça, qui fait ça aussi, qui fait que sur tablette et ordi. Et en fait, ce qu'il fait, lorsqu'il veut vendre ce qu'il appelle des originaux, il fait un print. Et voilà, c'est le print unique et il le signe. Quoi. Ouais. Voilà, là c'est des art prints qui seront signés et qui unique exemplaire. Voilà, qui sont un unique exemplaire. Quoi. Ouais. J'étais sûr que tes planches étaient du tradi. Tu vois, c'est au niveau du trait. J'étais persuadé que c'était du tradi et c'est fort. Parce que souvent on le voit. En fait, je suis quelqu'un qui vient de l'ancrage tradi, donc. C'est peut-être pour ça. Mais par contre, il y a un truc qui est vachement pratique. Parce que si tu veux faire un peu à style milieu là, c'est-à-dire avec des grosses surfaces de noir, ce qui est bien, c'est que avec le numérique, c'est que tu reviens facilement sur tes noirs. Tu peux les gommer très facilement. Alors qu'en vrai, par exemple, Didier Tarquin, il m'en a parlé. Lui, quand il veut revenir sur son noir, il faut qu'il gratte. En fait, il encre sur du papier calque et ensuite il vient gratter dessus avec des cutters. Ah putain. Ouais, oui. C'est ce qui se faisait à une certaine époque et et je t'avoue, moi je suis plutôt content de pouvoir gratter directement mon ancrage. Ouais, c'est ça, voilà. Tu reprends ton stylet, c'est plus facile quand même. Ouais, tout à fait.
Donc ouais, voilà, on a pu voir un petit peu l'ensemble de tes œuvres qui vont être, enfin quelques-unes de tes œuvres qui vont être exposées. En fait, il y aura aussi des planches de BD. Qu'est-ce qu'il va y avoir exactement? Il y aura des planches de ça fera un historique, grosso modo, de carrière. Ok. Il y a même un original de Rackham qui sera montré, qui avait fait l'objet d'une illustration couleur sur la couverture d'un Crayavoc. C'était un supplément Rackham. Voilà, quoi, il y a pas mal de. Il y a pas mal de choses qui vont il y a très longtemps, c'est-à-dire l'époque Rackham jusqu'à maintenant, quoi. Et c'est Momi qui t'a contacté ou c'est toi qui leur as proposé? Ça s'est fait C'est comment? Momi qui m'a contacté pour me proposer une expo. Waouh! Ils ont une galerie à faire qui doit faire tourner des auteurs. Et enfin, j'ai vu le travail qu'il y avait à faire pour exposer. C'est impressionnant, hein. Elles sont venues. Enfin, on a vérifié les droits sur les planches pour pouvoir les reproduire. On a regardé tout ça. Elles sont passées par des imprimeries pour faire des hard prints. Les hard prints, Ok. des couvertures. Quasiment toutes les couvertures seront exposées aussi. Voilà, c'est l'occasion de voir aussi effectivement ce travail d'adaptation à chaque projet. C'est clair. Parce que c'est pareil, voilà, il y a les couvertures de funérailles sont beaucoup plus peinture. Un petit peu, on évoquait le droit tout à l'heure. On m'avait déjà fait la remarque, effectivement, sur les premiers funérailles, ce côté figurine, un peu peinture sacrée. Ouais. Enfin voilà, il y a plusieurs influences qui se mélangent. C'est assez. Là, je vais la découvrir demain. Hein. Ah, tu l'as pas vu du coup? T'as pas Non, vu j'aurais pas demandé de m'envoyer des photos. Ils m'ont dit on te laisse Surprise. découvrir, ou bien voilà, on fait la surprise. Génial. Je vais bien la surprise, ça me va. Mais de toute façon, j'imagine à peu près ce que c'est parce que j'ai fourni du matos. Et il y a la figurine de Sion Mao fameuse qui sera exposée. Ah oui, oui, c'était expliqué ça. Oui, Ouais. Dans une, ouais, dans un des tomes, ouais. Ouais. c'est ça. Ouais, qui est dans le tome 7. Et, C'est ça. et quoi d'autre? Plein de visuels. Voilà, quoi. Moi, j'ai un petit faible plutôt pour Chance, perso. Ouais. Mon petit faible est plutôt pour Chance, plutôt que pour Petit Panda, mais bon. D'accord. Je sais pas, ça doit être les cornes, un truc. Ouais, peut-être. Le côté démoniaque. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me permets, comme tu parles de cette figurine, justement dans un des albums, tu parles qu'il y avait peut-être une possibilité ou une éventualité d'un animé sur cet univers-là. Du coup, il y a quelque chose qui peut être fait ou pas du tout ou comment Ça ça se... dépend. Encore une fois, ça dépend des opportunités. Je parlais d'un animé à l'époque parce que Ankama avait ouvert un studio d'animation au Japon. Oui, d'accord. Et que le projet s'était retrouvé à vite monter dans l'échelle de priorité parce que ça plaisait bien à ceux qui drivaient le studio au Japon. Donc j'y suis allé, on a monté le volet décor du projet. Parce que les Japonais aiment bien travailler avec les Français pour le décor et peut-être un petit peu pour le world building, mais ils adorent faire les personnages. Donc ça, c'est leur truc. L'animation et les personnages, c'est leur dada. Donc, ce qui a plombé le projet, c'était que à l'origine, il avait été prévu pour faire un pilote de 10 minutes. Et pour des raisons assez obscures, c'est passé à 20 minutes. Et on avait peur que ce soit trop long et que ça aille pas. Et puis finalement, comme le projet sortait un petit peu du contrôle et qu'on voulait qu'il soit vraiment nickel, c'était difficile. Parce que moi, en fait, j'avais pu rester qu'un mois. En fait, grosso modo, le projet, s'il avait pu se faire, il aurait fallu que je reste plus longtemps. Clairement. Ouais. Il aurait fallu que je drive plus longtemps. Mais comme j'ai pas pu, et comme j'avais aussi des BD à avancer, parce qu'en fait, il fallait choisir, hein, grosso modo, c'est soit tu avances ta BD, soit tu fais ton projet. Bah, c'est sûr. Et Run a galéré sur Mutafuka, ça a été très très long.
Ça a été 8 ans de production. Donc, moi, je voyais le truc, je me suis dit, bon, je me sens pas de faire autant d'allers-retours au Japon. Mais avec je sais pas, Internet, les scanners, les tablettes de nos jours, on peut pas faire ça à distance. C'est pas évident. En fait, je me suis retrouvé quand même. En un mois, j'ai quand même eu l'occasion de me retrouver dans une espèce de table ronde avec le producteur, le scénariste, la traductrice et moi-même autour d'une table à essayer de convaincre le producteur que son idée était foireuse. Parce qu'il essayait de réécrire le scénario en se disant « Ah ouais, mais je voudrais bien que… Et il était le producteur et je voyais que le scénariste, lui, il attendait de voir de quel côté j'allais abonder. Est-ce que le scénario était OK? Est-ce que j'allais le défendre? Ou est-ce que j'allais dire oui, c'est bon, t'es le producteur, amen, tu fais tout ce que tu veux. Et en fait, tu te retrouves dans des situations comme ça, en fait, quand tu es sur place. Et je pense qu'à distance, c'est ingérable. D'accord. Là, tu vois, le fait d'être sur place et de voir les émotions, de voir comment ça se passait, parce que j'ai beau être asiate, j'ai pas les arcanes de la compréhension japonaise, de la bienséance, de tout ça, c'est des choses qui m'échappent parfois. Je sais qu'il y a une question d'âge est assez importante aussi. Donc, je ne savais pas qui était le plus âgé des deux, mais de toute façon, j'ai clairement compris, d'après la réaction du scénariste à la fin, que j'avais bien réagi. C'est-à-dire que j'avais réussi à convaincre le producteur que son idée était de la merde, mais sans lui dire, en lui disant oui, mais ce serait mieux si c'était comme ça, comme ce qu'on avait décidé au début. Et au final, c'est passé, et donc j'étais plutôt content de moi sur ce truc-là, mais en fait, j'ai compris, je me suis dit, voilà, il y a tellement de travail humain à faire que… faut y consacrer tout ton temps, ouais. Il faut y consacrer beaucoup de temps. En fait, l'animé, c'est vraiment un monde à part. Moi, c'est pas pour rien que j'ai étudié l'anime, mais que j'ai pas bossé dans l'anime. Et aujourd'hui, quand je vois les gens qui bossent dans l'anime, je me dis, ok, je comprends pourquoi je bosse pas dans l'anime. Dans la bande dessinée, tu es vachement plus libre. Alors oui, tu touches moins de monde. Allez, quand tu fais 10 000 ventes, tu es content, quoi. Tu es très content. Clairement. Quand tu fais 100 000 ventes, c'est mieux, c'est sûr, parce que dans le WC Stuff, on a la chance d'avoir des auteurs qui vendent mieux. Mais moi, je touche du bois. J'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup de lecteurs qui sont très fidèles, qui sont très curieux, parce que du coup, je peux les emmener dans des trucs post-apocalyptiques. Tu vois, franchement, Short Story, c'est peut-être ton préféré, mais franchement, je pensais pas que les gens migreraient vers Short Story, parce que c'était tellement bizarre par rapport à tout ce que j'avais fait, que je pensais qu'on était en train de faire un truc qui allait sortir et se vendre à 5000 exemplaires. Et là, tu allais trahir tes lecteurs. Ouais, mais peut-être que des gens allaient se sentir trahis, mais moi, je me disais non, on fait un truc qui est 619, on fait un truc je fais un album qui est dans la lignée de ce que je faisais, c'est-à-dire je fais vivre Jedrun à faire vivre une nana qui est un mythe, et qui est un mythe de la pop culture aussi. Et faire vivre jusqu'à cette fin tragique, quoi. Donc ouais, tout ça pour dire que j'ai de la chance. Je touche du bois, mais c'est pour ça que j'ai pas fait de l'animé. Enfin voilà, parce que je voulais continuer la bande dessinée. Bah écoute, ça marche bien. Hein. Moi j'adhère, donc je vais pas dire le contraire. Tout ça pour dire que par contre, si jamais il y a un gars qui bosse bien, ou une nana qui s'empare du projet, qui monte un truc parce que voilà, c'est son kiff, cette histoire de super-héros foireux. Tu vois, aujourd'hui, on vit une époque de crépuscule des super-héros. Là, les DCU, ils sont en train de mettre la clé sous la porte. Aquaman 2 s'est planté. Flash est une grosse daube. Bon, je l'ai pas vu, mais a priori, voilà, il n'y a pas besoin. Vous êtes dur. Ah, si tu savais. Je l'ai pas vu, donc je vais pas dire plus que ça. Je vais juste m'aligner avec la vie. Mais les effets spéciaux sont catastrophiques. Non, ça, mais c'est horrible. Ouais. Ils auraient mieux fait de pas faire d'effets spéciaux. Ils auraient mieux fait de lancer vraiment des bébés à travers les vitres. Et vraiment, ça aurait mieux rendu, je suis sûr. Et ouais, bah, tu vois, enfin voilà, toujours est-il que même le MCU là, il est saturé. Ouais, il est saturé. Et puis je crois qu'après Covid a fait quelque chose quand même.
Je crois que l'après-Covid tu sais, il y en a qui disent que les Français ne pouvaient pas faire de super-héros parce qu'on avait eu D'abord, on a décapité notre roi. Et ensuite, on a perdu toutes les guerres. La guerre de 70, la guerre de 14, c'était pas fou non plus. Et puis en 40, De Gaulle a fait miraculeusement rentrer la France dans le club des vainqueurs, mais elle est perdue, quoi. Enfin, aux yeux de tout le monde, en tout cas, aux yeux du monde entier, c'était des guerres perdues. Donc voilà, c'était difficile de créer l'enthousiasme super-héroïque en France. On a suivi parce que c'est bien fait quand même. Franchement, c'était entraînant. Mais avec le Covid, j'ai l'impression que ça a killé les super-héros et l'optimisme. Et Disney. Ouais, non, mais Disney, clairement aussi, nous sortir 18 Star Wars par an, et c'est bon, quoi. Bref, ça fait trop, quoi. Donc il y a une saturation. Même si on a Super Dupont, on a eu Super Dupont de Gottlieb, qui est quand même un vrai super-héros français. Et le garde républicain. Et le garde. Et puis Foxboy, il y en a quelques-uns, Photonique. Il y a quelques-uns. Peut-être que Freak Squill fera partie aussi de cette famille de super-héros français, mais je pense que nous, le super-héroïsme, il a toujours côtoyé le crépusculaire. Tu vois, le western, il y a eu son époque, le Golden Age du western. Et puis il y a le western crépusculaire. Les super-héros ont quasiment connu le crépuscule en même temps que leur boom. Et c'est marrant parce que je me souviens, il y avait déjà un truc qui s'appelait Super Hero Movie. Et puis même Kick-Ass, c'est déjà de la déconstruction de super-héros. Quand les super-héros avec Iron Man, le premier film, commencent à bien cartonner, on a déjà en même temps, l'adaptation de Watchmen. Donc, en fait, la déconstruction des super-héros, elle est déjà là depuis très longtemps. Moi, j'ai rien inventé avec Freak Squill. C'est d'autant plus des anti-héros qu'on préfère. Là aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Que ce soit Freak Squill ou que ce soit, même si on voit les anti-héros, Deadpool par exemple, qui est un anti-héros, il cartonne toujours. On aime ce genre de mauvais super-héros ou de super-héros loser parce qu'il ne se considère pas comme un super-héros. C'est ça qu'on aime aussi. Il y a une forme de second degré qui est assez importante. Après ça, le premier degré, c'est important aussi. Je pense que tu parlais de saturation. Je pense que le problème, ça a été le caméo porn et puis ce besoin aussi de désamorcer toujours le sérieux dans les. Le trop, Le trop de la blague. Voilà, trop de la blague. Ouais. C'était bien, mais bon, à un moment, tu satures. Pour autant, un anti-héros, c'est super intéressant à traiter. Oui. De toute façon, normalement, globalement, c'est ceux qui ont le plus de. Pas d'intérêt, je veux dire, mais qui ont le plus de backstory. Et qui vont évoluer d'un côté ou de l'autre plus facilement. Oui, parce qu'ils sont plus proches de nous, en fait. On a tous un côté super loser qu'on aimerait ne pas montrer aux autres. Mais ce Superman, c'est vrai qu'il a ce côté un peu chiant, mais il a quand même, en fait, dans sa construction d'origine, il y avait quand même Clark Kent qui était intéressant. Mais dans l'idée, il est très intéressant. C'est sa construction, l'étranger qui est accepté, qui se camoufle. Il y a beaucoup de choses philosophiques qui sont derrière. Mais vu on le voit comme un boy scout qui suit les règles absolument. Ça, puis il est invincible. Donc, il est cheaté au intéressant possible. À partir du moment où il n'a pas de fêlure blessé, par du calcium, la pierre verte. Quoi. À quelque part, il représente bien l'idéal américain. Et au final, c'est pour ça qu'en France, ça n'a jamais trop pris ce côté mec en slip qui vole et qui redresse le tort. Quoi. Oui, mais ça, le mec du Texas, ça ne nous intéresse pas. Moi, parce que nous, finalement, c'est le mec dont le grand-père, on ne sait pas bien s'il a collaboré ou s'il a... Non, mais c'est ça, oui. S'il avait des sympathies national-socialistes.
Putain, le point Godwin au bout d'1h20. Allez. Mais c'est ça, en fait, en France, on a ce côté, voilà, le secret familial, le truc pas très clair, mais en même temps, voilà, pour autant, il faut pas se dire tout est foutu et devenir cynique. Et ça serait dommage de faire que de l'œuvre cynique. Moi, j'aime bien côté. Ouais, il faut rêver. J'aime bien un petit côté un premier degré, tu vois, ce côté. C'est ça que j'essaie d'insuffler dans Cloud, c'est-à-dire l'optimisme que j'ai dans Cloud, il n'est pas fin. Il est pas, c'est pas un optimiste de façade ou quelque chose que j'ai construit pour plaire à un certain public. C'est vraiment ma vision de l'apocalypse. J'ai une petite dernière question juste sur la construction. Du coup, quand tu as ton idée, comment tu prépares tes planches, en fait? Est-ce que tu te fais ton brouillon, tu te prends tes brouillons, tu te fais tes cases, tu te le fais à l'écrit, tu détailles au maximum ton scénar? Comment tu arrives à construire ta bande dessinée? Alors, à une époque, j'attaquais le storyboard bille en tête quasiment avec presque rien d'écrit. J'ai fait ça jusqu'au tome 2 de Frix. Et au tome 2 de Frix, j'ai eu un déclic où je me suis dit, j'ai failli aller droit dans le mur, parce qu'à un moment donné, je l'ai fini un petit peu sur les rotules, en mode, j'essaie de caser vraiment beaucoup d'informations par page. Ça devenait un peu brouillon. Et pour éviter ce côté brouillon, à partir du tome 3 de Frix, j'ai commencé à écrire mon scénario comme un bon petit soldat, et en fait, ça marche bien comme technique. Donc maintenant, j'écris mon scénario, j'écris mes dialogues, ce qui permet de rythmer, voilà, de savoir, de découper le nombre de pages. Ça, c'est un truc assez important, de savoir où je vais, un nombre de pages. Parce que, en fait, en plus, avec la crise du papier aujourd'hui, on ne peut pas bouger le potard de nombre de pages comme on le faisait à une certaine époque. Puis on faisait n'importe quoi avec Okama, c'était génial. On pouvait, à 3 mois de la sortie de l'album, on pouvait encore dire: ah, mais il me faut un cahier de plus de 8 pages de plus. Allez, c'est parti. Et tu rajoutes les 8 pages et voilà. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que maintenant c'est niette. Ou alors il faut le justifier de ouf, je pense, quoi. Non, tu peux pas justifier. Ah, d'accord. Ah non, c'est non négociable. C'est non négociable parce que en fait, maintenant il y a tellement de monde qui demande du papier que la commande de ramette, la commande pas de ramette, de rame de papier, elle se fait en amont. Et ensuite, le papier que tu as, faut que tu l'utilises. Tu perds pas. Tu l'as acheté, quoi. Et il faut pas que tu en utilises plus. Parce que sinon, ça fout en l'air ton programme de sortie. Parce que si jamais tu as programmé 7000 placements, si tu rajoutes un cahier de 8 pages sur un album de 80 pages, tu retires 10% de ces 7000 placements et c'est juste impossible. Bien sûr. Il y a des libraires qui vont te dire non, c'était moi j'avais commandé, je voulais les avoir en librairie, quoi. Mais ça peut peut-être qu'un scénariste a une super idée pendant le bouquin et si putain on pourrait rajouter ça, il peut plus le faire. C'est un peu dommage. Oui et non, ça fait partie du challenge d'écrire à l'avance et de prévoir ton. Tu peux toujours avoir des idées en cours de route, mais un changement qui demande un rajout radical de 8 pages, c'est rare, quoi. En réalité, tu prévois ça à l'avance. Là, par exemple, aujourd'hui, je fais une BD avec Alandva qui a déjà fait des albums, qui a déjà fait des BD avec nous dans Doggy Bags et Low Reader. Non, et Midnight Order, pardon. Alandva qui a un talent fou et là je lui ai fait tout le storyboard, je lui fais tout le storyboard à l'avance de l'histoire qu'on va faire ensemble parce que déjà on travaille à très grande distance, lui il est en Côte d'Ivoire et moi je suis à Lyon, donc pour nous simplifier la transmission d'informations, je verrouille les angles morts et du coup il y a eu un problème au niveau du scénario. Quand Ron l'a relu, il m'a fait une remarque très très juste qui faisait mal parce qu'il fallait rajouter beaucoup de pages et modifier beaucoup de pages. Là aujourd'hui, je suis encore dessus. Mais par contre, quand j'aurai fini, le document il sera assez carré pour qu'on se dise ok, l'album il fera tant de pages. Il en fera pas moins, il en fera pas tellement plus parce qu'à la rigueur, on peut toujours gratter des pages de bonus parce que en fait, ça fonctionne par un cahier de 16 pages. Multiple de 8. Ah oui. Grosso modo, quand tu imprimes sur des très très grandes pages.
que tu replies en plein de fois. Qui sont repliés, ouais. Et ensuite, tu l'assicotes et ça te fait les cahiers que tu peux voir sur les tranches des albums, quoi. Ah, les idées en cours de route, c'est comme toutes les fausses bonnes idées, il faut faire attention. Normalement, les bonnes idées, tu les as réfléchies, quoi. D'accord. Il n'y a pas de DLC dans le comics, quoi. Non, mais c'est pas grave. À l'époque, les jeux vidéo, c'est pareil, hein. Tu faisais une cartouche, tu la vendais, et c'était vendu comme ça. Tu soufflais dessus et puis tu. Ouais, c'est ça. Et ce qui est fou, c'est que quand on entend parler de cette crise du papier, je me demande comment, par exemple, Panini Comics arrive encore à sortir 80 comics par mois, dont allez, au moins 60 sont pas terribles si c'est pas nul, quoi. Je sais pas. C'est fou. C'est fou. Très honnêtement, je sais pas parce que ça saturait le marché alors qu'on est en crise du papier et alors que les auteurs sont mal payés, tout ça. Je trouve que c'est pas une bonne idée du tout. Exactement. Après ça, voilà, Panini Comics fait beaucoup d'achats de droits. Moi, c'est un truc, on me pose la question souvent. Ouais, est-ce que tu as peur des mangas? Non, je n'ai pas peur des mangas. Par contre, ce serait bien qu'il y ait une taxe manga, que les gens qui font de l'achat de droits reversent à une caisse, et cette caisse reverse aux jeunes auteurs qui débutent dans la bande dessinée, parce que c'est très très dur de débuter dans la bande dessinée. Ah bah tu m'étonnes. C'est ultra compliqué, et en plus ça demande en fait un capital de départ qui est souvent à la discrétion du dessinateur. C'est-à-dire que grosso modo, il va faire son dossier BD et les premières planches de ses BD sur ses droits, au chômage, quoi. Parce qu'avant, il avait un autre job et qu'il a arrêté ce job et que du coup, voilà. Enfin, c'est souvent comme ça que ça se fait. Ou sinon, il y en a qui sont aussi intermittents du spectacle. Ils ont fait leurs 500 heures et puis du coup, ils font un peu de BD à côté. Ouais, en fait, ils font ça en plus de leur travail, d'un autre travail, quoi. Ouais, non, mais il y a beaucoup de monde qui fait ça en plus d'un travail. C'est rare d'être auteur de BD. Nous, parmi les vieux membres du label 619, et puis par exemple Neyef aussi en plus, Ludovic Chéneau, enfin ces membres éminents du label 119, on est des auteurs de BD de métier. C'est un peu comme l'an 300, quoi. Quoi, voilà. Charpentier à côté, quoi. Mais quel est votre métier? Dessinateur de BD, alors? Enfin, voilà, quoi. Donc on a cette chance. On touche du bois, hein. Franchement, c'est pas donné à tout le monde, et moi je sais qu'il y a des gens qui feraient des super BD s'ils avaient plus le temps, quoi. Bien sûr. Mais il y a plein de trucs, hein. Des fois c'est juste des enfants, t'as des gosses, tu peux pas passer autant de temps, ou bien ton choix de carrière, ou bien la carrière de ta meuf, ça t'amène ailleurs, c'est tout, quoi. La géographie, ça fait beaucoup aussi, hein. C'est pas qu'un métier de personnes qui s'enferment chez elles. C'est aussi beaucoup bouger, quoi. Ouais. C'est un beau métier, enfin, ça fait rêver quand même. Oui, voilà, exactement. C'est ça. Enfin, moi, ça me fait rêver depuis que je suis gamin, hein. Moi, depuis que je suis au collège, j'avais fait une première planche de BD que j'avais pu envoyer à Angoulême. J'étais en 4e, tu sais. J'étais sélectionné par le collège. Mais c'est des trucs mais qu'on a tous eu. On a tous imaginé nos super-héros, on a tous créé nos planches, on a même griffonné des trucs. C'est que tu arrives à retransmettre une idée, une histoire, une émotion par le trait. Et ça, c'est quand même... c'est un gros boulot. Il y a beaucoup d'astuces pour réussir à ça. Et il faut rencontrer les gens qui vont te les transmettre, ou bien sinon, il faut venir comme moi du cinéma et adapter les règles du cinéma à la bande dessinée, quoi. Et du talent quand même. Ouais, c'est ce qui te manque, Red, c'est dommage. Hein. C'est con. J'ai le pseudo, mais j'ai pas le... Voilà, c'est déjà ça. Bande de cons. Alors... Bon, on va peut-être finir là, sauf si tu avais d'autres choses pour à nous annoncer, Florent, mais... Non. Je vais essayer de sortir quand même Cloud 2 pour la fin de l'année. Je ne sais plus très bien si enfin, il faut que je vois les plannings. Mais grosso modo, je voulais quand même essayer de faire un album tous les ans. C'est bien, c'est un bon rythme. Ouais. C'est un très bon rythme. C'est assez important de maintenir un rythme en bande dessinée. Mais ça doit être chronophage et compliqué, mine de rien, pour la vie de famille à côté. Ouais, c'est un peu chronophage, mais ça va. Ok. Ça va. Enfin, le truc, c'est de pas te laisser bouffer effectivement par tes idées et d'être tout le temps la tête dans les nuages, quoi. Il faut
effectivement, il faut remettre un peu les pieds sur terre et donner manger à des poules. Ça, mais c'est con, hein, mais ça donne beaucoup d'inspiration aussi de faire des vrais trucs. Et ça, je l'ai expérimenté avec l'escrime médiéval. Hein. Ça, le fait de retoucher à du vrai, ça m'a sorti de mon impression de ne servir à rien après le Covid. Quoi. À quoi bon on fait des œuvres? Est-ce qu'elles seront encore lues quand il y aura eu une crise du papier qui aura détruit tout le marché? En fait, pour l'instant, les gens continuent à acheter des bouquins. Donc, on continue à faire des livres. C'est ça. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Donc on rappelle l'actualité, le son de ton dernier album Cloved. Il fait ça J'ai trop cru bien. qu'il allait parler musique. Putain, Alors, c'était ton tellement album ça. de rail. Non. Et je te l'ai dit, je fais à la Hardisson. Voilà. Ah là là. Et Serge Magnéto. C'est ça. Et l'exposition donc à la librairie Momie à Grenoble jusqu'en mars. Voilà, vous avez qu'à regarder les dates. À bientôt. Démerdez-vous, de toute façon, c'est bon, on a fait 1h30 qu'on fait. Voilà. C'est ça. En tout cas, cas, merci beaucoup. C'était très intéressant. C'était génial. Ouais, merci à vous. C'était super. On t'a pas trop fait peur, ça va. En tout cas, il est encore là. Non, ça va. Tu l'as empêché de partir, c'est pour ça. C'est bon, il peut pas quitter le studio, en fait. Ah, c'est ça. Bon, en tout cas, on vous dit merci et puis à bientôt, à la semaine prochaine. Et lisez des comics, lisez des BD. Lisez Vive Megan Fox. Lisez tout ce qui vous tombe sous la main. Et Roselyne Bachelot. Salut.